Et bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors après avoir essayé la Peugeot RCZ, puis la Volkswagen Scirocco, il fallait bien que je finisse le trio en beauté par l'Audi TT, celle par qui finalement tout a commencé, puisque c'est elle en 98 qui lance en série la mode des coupés et des cabriolets, baptisée Roadster. Comme la RCZ et comme la Scirocco, elle naît à la base d'un concept car présenté en 95 au salon de Francfort. Public et presse sont unanimes, il faut la sortir, et c'est donc chose faite 3 ans plus tard. La première version, dite la MK1, sortira donc en 98 pour s'achever en 2006. Puis de 2006 à 2014, la MK2, issue du concept car Shooting Brake, présentée au salon de Tokyo en 2005, prend le relais. Enfin, à partir de janvier 2011, un recyclage de mi-carrière a lieu, adoptant une nouvelle esthétique plus agressive, issue de la TTS et TTRS pour les packs S-Line, et supprime au passage deux moteurs essence vieillissants. Exit donc le très mélodieux atmosphérique VR6 de 3 litres 2 et 250 chevaux, et le petit 4 cylindres turbo de 2 litres et 200 chevaux. Le 2 litres TDI 170 chevaux, lui, apparu en 2008, reste de la partie. Seul le 1,8 litre TFSI de 160 chevaux, apparu en 2006, issu de la 3.8P et conservé sur les modèles entrée de gamme, et le 2 litres TFSI, lui, reçoit pour mission d'assurer non seulement sa propre succession, mais également de remplacer le VR6 disparu. Il délaisse ainsi ses excès de colère pour devenir plus noble, plus mature, laissant au 1,8 litre TFSI des consommations revues à la baisse et le rôle du petit nerveux. Si sur le papier, le 1,8 litre TFSI garde la même puissance et le 2 litres TFSI gagne 11 petits chevaux, sur la partie technique en revanche, ça n'a rien à voir. En effet, on change de génération pour passer du code moteur EA113, sujet à de nombreux problèmes, notamment la consommation d'huile et la casse de la chaîne de distribution, au fameux EA888. Désormais, le 1,8 litre TFSI et 2 litres TFSI 211 partagent de nombreuses pièces comme les bougies, les bobines, le filtre à huile, la N80, le filtre à air, et dans les grandes lignes, seul l'alésage et la course des pistons changent pour obtenir une cylindrée et des chevaux supplémentaires. Mais qu'on ne se trompe pas, ce nouveau 2 litres TFSI de 211 chevaux n'est pas celui de la Golf 6 GTI, qui malgré des chiffres de puissance similaires ne possède pas le système de levée variable des soupapes, baptisé AVS pour Audi Valve System, ni la nouvelle pompe à huile plus petite permettant d'économiser 0,2 litres au 100, ni les pistons recouverts de DLC Diamond Light Carbon, une technique issue de la compétition favorisant le rendement. Bref, ça c'était pour la partie technique. Passons aux essais car aujourd'hui nous avons la chance de pouvoir essayer ces deux versions, peu répandues, équipées toutes deux du pack S-Line intégral comprenant l'intérieur, l'extérieur et le châssis qui d'origine est surbaissé. L'une équipée de la transmission intégrale Quattro quand l'autre est une simple traction, l'une a la boîte automatique à double embrayage S-Tronic à 6 rapports, quand l'autre se contente de la simple boîte mécanique également à 6 rapports. Pour finir, l'une a la suspension pilotée Magnetic Ride quand l'autre est dotée d'amortisseurs standard. Enfin standard, nous y reviendrons un peu plus tard. Pour l'intérieur, la réputation d'Audi n'est plus à faire. C'est la plus haut de gamme de tous les coupés essayés jusqu'ici. Matériaux et accostage sont parfaits, même si cet intérieur est repris de la 3.8P et affiche aujourd'hui un peu plus de 11 ans. Les sièges S-Line électriques à mémoire ou manuels en fonction des finitions offrent un très bon confort mais ne maintiennent pas aussi bien que ceux d'une Golf 6 GTI par exemple. À l'arrière, la TT est la pire du trio, en n'offrant que des places symboliques pour les enfants. En cas d'oubli, un sticker vous rappellera à l'ordre et si vous optez pour les sièges électriques, soyez patient car avancer ou reculer les sièges n'est pas rapide. Côté coffre, on regrettera l'absence du bouton sur le haillon, obligeant l'ouverture à partir de l'habitacle ou via la clé de contact. On découvre par la suite un volume de coffre oscillant de 292 litres à 700 litres, une fois les sièges rabattus. À la fermeture, gare à la clé, car si vous oubliez dans le coffre et que la voiture est verrouillée, vous n'aurez plus qu'à appeler un serrurier. Enfin en hiver, gare au verglas, car les vitres sans montant et la trappe à essence se givrent assez rapidement. Alors sur la route, qu'est-ce que ça donne ? Pour rappel, la Scirocco était typée plutôt ferme avec des réglages optimisant la conduite sportive, mais en proposant toutefois un très bon niveau de confort. Pour les dos sensibles, pour rappel, il faudra opter pour la version restylée de la Scirocco, qui entre-temps a été assouplie par Volkswagen. La RCZ, quant à elle, place le curseur vraiment au milieu et propose de ce fait un très bon niveau de confort et de tenue de route. Bon point également sur son train avant qui est largement au-dessus du lot, puisque en termes de précision et d'information de conduite dans la direction, ça reste une Peugeot, et de ce fait c'est de loin la plus efficace. Notons également que c'est la seule à garder une direction hydraulique et non électrique comparée aux deux autres. Arrive enfin la TT, et que dire à part que c'est la plus GT des trois.
Par GT, j'entends la plus typée confort, car c'est vrai que d'un point de vue design, on pourrait s'attendre à quelque chose de plus radical, mais malheureusement, il n'en est rien. Lorsque la conduite devient plus soutenue, le train avant manque rapidement de mordant, la direction légère manque de consistance et d'information, et il en résulte donc une conduite assez floue avec beaucoup de mouvements de caisse et surtout des freins sous-dimensionnés qui après 3 grosses sollicitations s'effondrent tout simplement. Alors, je comprends un petit peu le raisonnement d'Audi, puisque dans la gamme, nous avons pour rappel la TT, qui fait figure d'entrée de gamme, enfin qui faisait, la TTS, qui s'avère être le milieu, puis la TTRS, qui chapeaute vraiment la gamme. Dans le groupe, il y a déjà la Sirocco, qui est plus radicale, et il est donc un petit peu normal qu'Audi lui préfère une place et un réglage plus bourgeois, dans un certain niveau de confort et de luxe. Mais rassurez-vous, ce n'est pas une fatalité en soi puisque la plateforme, elle, bien qu'ancienne, est parfaitement compatible avec des réglages plus radicaux. Pour ma part, puisque je fais pas mal de circuits avec ce véhicule, j'ai remplacé les amortisseurs d'origine par du Bilstein B6, j'ai également raffermi la voiture et amélioré sa précision de direction par des ressorts plus courts de chez Ebac. J'ai amélioré le freinage en y mettant des flexibles de frein aviation qui ont la particularité de ne pas se déformer, que le liquide de frein soit froid ou chaud. J'ai mis du liquide de frein haute température de chez Motul. J'ai également rajouté des plaquettes céramiques qui ont l'avantage, premièrement, d'améliorer le freinage, mais également d'éviter les particules qu'on a généralement sur les jantes et qui les rendent pas mal noires. Et du coup, ça permet d'avoir une voiture qui est relativement efficace sur circuit, alors que d'origine, elle était vraiment typée confort. Pour la partie moteur maintenant, le 1,8 litre et 2 litres TFSI n'ont rien à voir. Si le 2 litres est plein à tous les régimes et plutôt linéaire à l'accélération, le 1,8 litre lui fonctionne plus ou moins comme un moteur Atmo, auquel on a greffé un turbo. Il révèle tout son caractère et sa rage dans les hauts régimes qu'il ne faut pas hésiter à solliciter pour sortir tout le couple et la puissance. Au quotidien, il est très agréable, se conduit donc dans tous les régimes et demeure raisonnable pour ne pas perdre à chaque accélération son permis. Attention en revanche au 2 litres qui se conduit plutôt comme un diesel, mais qui par sa linéarité vous fait vite oublier qu'on peut arriver rapidement dans des vitesses inavouables. Passons maintenant à la partie Quattro VS traction en pesant le pour et le contre pour une utilisation quotidienne. Le Quattro pour rappel nécessite un remplacement des 4 pneus à la fois. Et quand c'est du 19 pouces, ça pique. Comptez en moyenne 1300 € les 4 pneus en Michelin. Gare à ceux ou celles qui voudraient faire des économies en ne remplaçant les pneus que 2 par 2, car à la longue l'Aldex ne va pas aimer, et si vous devez le remplacer, vous n'aurez au final rien économisé, bien au contraire. Il faut également vidanger ce fameux Aldex tous les 60 000, en même temps que la boîte automatique DSG. Comptez en moyenne 200 € la vidange de l'Aldex et 350 la vidange de la boîte DSG. Ensuite, on a également les cardans qui s'usent plus rapidement, et même si ce n'est pas un quattro permanent, on a une consommation plus élevée en carburant de facilement 2 litres au 100. Enfin, on rajoute entre 100 et 150 kg sur le poids total du véhicule, et on gomme pas mal de sensations d'accélération entre le quattro et la DSG. Mais en contrepartie, par rapport à une version traction, la tenue de route est sans faille, la voiture donne la sensation d'être soudée au sol, la motricité est donc jamais remise en question, que ce soit sur sol mouillé ou sol sec, et en termes de 0 à 100, on gagne pratiquement 2 secondes. Côté traction maintenant, la voiture est plus vive et plus légère car elle ne pèse que 1290 kg. Elle consomme également moins, seule une vidange de boîte est préconisée tous les 100 000 pour la boîte manuelle. Terminons maintenant par les amortisseurs, puisque sur la version 211 pour rappel, on a droit à la fameuse suspension pilotée baptisée Magnetic Ride. Alors, à l'utilisation, le fait de pouvoir raffermir la voiture en fonction de la route ou de notre humeur est un plus indéniable. Mais comme le DCC de chez Volkswagen, en mode sport, la suspension n'est pas assez ferme pour contenir les mouvements de caisse, et en mode normal, elle n'équivaut pas encore à une vraie suspension souple. En plus, en termes d'entretien, les amortisseurs coûtent la bagatelle de 3000 € en concession chez Audi si vous les remplacez, alors que des amortisseurs standards coûtent 3 fois moins cher. En conclusion, la TT, qu'elle soit traction ou quattro, demeure une très bonne voiture à l'assemblage et au design affûté, mais peut également se transformer en véritable alternative aux pistardes, à l'assemblage souvent négligé
et à la fiabilité aléatoire lorsqu'on modifie au minimum sa suspension. Au quotidien, la version 1,8 litre TFSI en version traction et boîte manuelle s'avère être plus polyvalente et moins onéreuse, aussi bien en entretien qu'en assurance, puisqu'elle ne fait que 9 chevaux fiscaux. À savoir également qu'elle existe en boîte automatique. Pour la version 211 chevaux Quattro maintenant, à boîte automatique de 12 chevaux fiscaux, elle s'avère être plus exclusive et sera la voiture parfaite du dimanche ou pour les budgets plus élevés. Côté budget, actuellement sur le marché, les modèles essayés ici s'échangent entre 15 et 17 000 euros pour les versions équipées du 1,8 litre et entre 17 000 et 20 000 euros pour les versions 211. Enfin, pour les amoureux de sonorité, que ce soit le 1,8 litre ou 2 litres TFSI, il est vrai que d'origine ce n'est pas fameux. Mais contrairement au THP du RCZ, inutile de remplacer la ligne entière, un silencieux sport en inox suffira.